Assalamu alaikum la famille mortale. Donc, Najika est de retour pour une nouvelle vidéo avec un autre expert. Aujourd'hui, on va parler de DevOps. Bon, je m'excuse d'avance pour les bing que vous entendez là. Il y a des travaux à la maison. Et comme je ne veux pas passer une semaine dans cette vidéo, voilà, je vais quand même la vidéo à mes débuts. Donc, aujourd'hui, je vous ai amené James Kokugaglo qui va me parler de DevOps. Je vais le laisser se présenter d'abord. Voilà, James. Bonjour, moi c'est James Kokugaglo. Je suis ingénieur DevOps et Cloud. Voilà. James, c'est ça ta présentation. Tu ne veux pas nous parler plus de toi? Je parle de quoi? Ingénieur DevOps et Cloud, ça suffit? D'accord. Je vais vite poser beaucoup de questions. Donc, quoi DevOps, James? C'est quoi le DevOps? Alors, le DevOps, c'est une culture, une philosophie, une manière de faire que les gens ont trouvé pour régler des problèmes dans l'industrie logicielle. Parce que qu'est-ce qu'ils avaient comme problème? Ce qu'ils avaient comme problème, c'est que avant, dans les structures, l'équipe développement, il y a une direction, DSI, qui est là, qui développe des applications. Dans DSI, bon, ça peut être plusieurs départements. Il y a un autre département qui s'occupe de l'opération. Et dans l'opération, j'entends installer des serveurs, déployer des applications, maintenir les serveurs, gérer les serveurs, l'application quand elle est en production, gérer tout ça. Donc, il y a cette équipe et il y a l'équipe des développeurs. Et ce qui se passait, c'est que les développeurs finissaient de coder leur application. Ils écrivaient un document Word, des choses comme ça, ce qu'ils appellent document de recette, voilà, pour dire, OK, mon application a besoin de ça, 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 ça. Pour l'installer, il faut ça, 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 ça. Et voilà comment ça fonctionne. Et ils donnent ça aux ops. Les ops, ce sont les admins 6, hein, les administrateurs système en français, ouais. Et eux, ils vont sur ce document pour installer l'application, faire tourner. Maintenant, ce qui se passe des fois, c'est que le truc peut marcher chez le développeur et ne pas marcher dans l'environnement de l'ops. Parce que, bon, c'est pas dans les mêmes environnements qu'ils ont développés. D'où la blague, ça marche pourtant en local. Voilà, donc ça peut marcher chez le développeur et ne pas marcher chez l'administrateur. Et ça va faire des allers-retours entre le pôle des développeurs et le pôle des ops pour faire marcher l'application. Second problème, il y a eu plein de boîtes qui se sont créées maintenant dans l'informatique et tout le reste. Les gens ont besoin d'aller, quand ils ont une solution, dès qu'ils développent la solution, ils veulent aller rapidement sur le marché. Donc, ça fait que avoir ce système où les gens sont en silo et les communications se font à la fin des, comment on appelle, des cycles de développement n'est pas concurrentiel. Donc, le time to market, ça devient compliqué de le respecter avec ça. Du coup, les gens ont pensé à cette manière de faire qui consistait à mettre les développeurs et les ops ensemble dans la même équipe. Comme ça, depuis le début jusqu'à la fin du projet, que la communication soit fluide. L'ops sait comment l'application est faite depuis le début, de quoi il aura besoin pour faire tourner ça. Et le développeur sait que, OK, l'ops dans son environnement, voilà les contraintes qu'il aura et tout. Donc, il faut les respecter pour que, bon, dès que lui finit, que cette application soit livrée automatiquement, qu'il n'y ait pas de cassure et tout. Voilà un peu la philosophie. Maintenant, derrière, pour implémenter ça, il y a plein d'outils qui sont mis en place pour arriver à ce but. Voilà un peu l'historique du DevOps. Donc, un assemblage d'un dev et d'un admin 6 en fait. Voilà. Les mettre ensemble pour collaborer et délivrer les applications rapidement. Okay. Donc, en tant que DevOps, quand vous venez qu'on vous donne un projet sur lequel vous devez travailler, quel est le processus que vous faites du début à la fin de la vie? Voilà. Comme je viens de le dire, comme le DevOps, c'est pour
aller rapidement. Donc, au début du projet, on met en place des outils pour automatiser la plupart des choses. Parce que si on prend le cycle du développement jusqu'à à la livraison, on a l'étape de développement lui-même. Après, on a les développeurs qui testent les outils. Après, il y a forcément des équipes sécurité. Donc, les équipes sécurité qui donnent leurs exigences, c'est-à-dire la politique de mot de passe. Il ne faut pas que la session dure 15 minutes, des choses comme ça. Et l'environnement, comment est-ce que ça doit être sécurisé, tout le reste. Donc, on met toutes ces exigences. L'équipe se rassemble hein, et on discute de ce qu'il y a. La sécu donne ses exigences, les ops donnent leurs exigences et tout le reste. Et ensemble, cette équipe DevOps démarre le projet en ayant les exigences et mettre en place des outils pour les suivre. Et pour suivre tout ça, on a des outils qui vont faire des tests de façon automatique. Avant même les tests automatiques, il faut un environnement d'intégration, de partage de code. Ça, c'est des outils comme Git et tout ça qui permet à toute l'équipe de travailler correctement. Et après, il y a l'intégration. Et pour faire ces intégrations, on a des outils comme Jenkins, GitLab CI, Bitbucket, Pipeline, GitHub Action, des choses comme ça, pour maintenant implémenter toutes ces étapes que j'avais citées dans cet outil. Du coup, le début, c'est on discute, on met en place l'environnement pour tester automatiquement, intégrer automatiquement, vérifier automatiquement la qualité de l'application. Et maintenant, les devs commencent à regarder. Ça fait que maintenant que les outils sont, c'est cet environnement, ce pipeline est mis en place, dès que le développeur code, tout le monde peut vérifier ce qu'il avait donné comme exigence et tout, parce que dans ce pipeline de développement, on a une étape où l'application est carrément déployée dans un environnement que l'Ops a mis à disposition, des choses comme ça, pour que, par exemple, l'Ops pourra, bon, même s'il veut, il peut aller voir si l'application tourne correctement. Les gars de la sécurité peuvent aller voir si ça respecte toutes les exigences de sécurité qu'ils avaient données au début. Les gars de la qualité peuvent voir si, OK, ben, le code de qualité, les fonctionnaires peuvent voir, OK, la fonctionnalité qu'on a demandé, est-ce que ça a été fait? Et tout ça de façon automatique. Donc, c'est tout ça qu'on met en place au début. Et au cours du développement, ça se fait de façon fluide parce que des outils qui sont mis en place pour que ensuite on prend les fonctionnalités, on met en place des outils pour automatiser l'intégration, les tests, le déploiement dans un environnement de recettes, le test de qualité, ainsi de suite. Voilà un peu. Bon, je vois que je vois que tu as un peu effleuré les outils. Là, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu un à un et de ce que chaque outil fait un peu. OK, OK. Avant de commencer à citer les outils, il faut que je vous dise au moins en toutes les étapes qui sont dans le DevOps, lorsque la façon dont c'est conçu. Voilà. Donc, dans le DevOps, on a plusieurs étapes. On a la première étape qu'on appelle intégration continue. En anglais, on appelle ça CI. Après, on a la livraison continue. On appelle ça CD. Et on a le déploiement continu qu'on appelle CD aussi, parce que ça fait continue deployment et l'autre, ça fait continue delivery. Donc, les deux font CD, quoi. On abrevie tout ça en CI/CD. Voilà. Et après, on monitor, parce que la procédure, la méthode DevOps, c'est un truc d'habitude, le signe qui le représente, c'est un infini, le signe de l'infini. C'est-à-dire ça débute, ça recommence et ainsi de suite. Donc, quand on est à la partie CI, la partie intégration, les outils qu'on a, le premier, c'est un environnement Git. Pour ça, vous avez GitHub, vous avez GitLab, vous avez Bitbucket, vous avez tous ces outils. Maintenant, une fois que les développeurs ont développé et que le code est sur cet outil, on utilise d'habitude pour orchestrer
on veut déployer. Par exemple, Jenkins. Et ici, il y a deux tendances, en fait. Il y a la tendance du tout intégré ou la tendance des trucs modulaires. Tout le pipeline de DevOps, on peut avoir des outils qui intègrent tout. C'est-à-dire, vous prenez l'outil, vous avez tout. Vous n'ajoutez rien d'autre. C'est comme Azure DevOps. Quand vous prenez Bitbucket CI, vous avez des pipelines que vous pouvez mettre dedans. C'est-à-dire, vous avez l'outil Git et vous avez Bitbucket vous fait en même temps le pipeline. Vous avez GitLab CI qui vous permet de faire tout ça aussi. Maintenant, si vous prenez un outil comme Jenkins, c'est à vous de plugger toutes les étapes dessus. Parce que Jenkins est modulaire, donc on fait tout ce qu'on veut avec, on interconnecte tout ce qu'on veut avec, on n'est pas limité. C'est juste que ça demande plus de travail. Donc, il y a deux approches. Donc, l'entreprise, elle peut choisir d'avoir tout, de construire soi-même ses outils autour de Jenkins. Donc, moi, j'ai l'habitude d'utiliser Jenkins. Du coup, je vais détailler un peu comme ça, vous verrez un peu tout ce que les autres intègrent. Donc, Jenkins vous permet d'orchestrer votre pipeline, tout ce que vous voulez faire. D'habitude, quand j'explique ça de façon claire, de façon terre à terre aux gens, je dis Jenkins, c'est comme si c'est un autre employé de la boîte. Tout ce que vous faites manuellement. Par exemple, j'ai dit que après d'avoir poussé le code, il faut le tester. Donc, vous donnez juste des instructions en comment tester le code. Et lui, il va le faire de façon automatique. Quand vous prenez le Jenkins tout seul, donc lui, par défaut, il ne sait pas ce que vous voulez faire. Donc, c'est à vous de lui dire. Et ça, c'est des choses que vous savez faire manuellement et vous décrivez ça dans ce qu'on appelle des pipelines. Vous voyez un peu. Donc, quand... Je dis, moi, c'est Jenkins du coup, quand vous avez Jenkins comme outil, la partie test, ben, ça dépend du langage dans lequel vous programmez. Vous avez des plugins qu'il faut. Maven, vous avez les JUnit. Dans PHP, vous avez PUnit, je crois. Donc, chacun a son outil de test unitaire, du moins. Donc, ça, vous pouvez le lancer sur Jenkins. Maintenant, après, vous avez des tests d'intégration, les tests fonctionnels que vous pouvez faire. Vous avez des outils comme Selenium, vous avez Gatling, vous avez tous ces outils que vous pouvez intégrer dans Jenkins pour ajouter étape de test. Maintenant, quand vous ajoutez cette étape de test, vous pouvez après ajouter la qualité de code. Pour la qualité de code, vous pouvez utiliser un outil comme Sonar et l'intégrer dans Jenkins, ajouter cette étape pour qu'il fasse la qualité. Maintenant, après la qualité de code, vous pouvez décider de mettre un peu des outils de sécurité. Par exemple, si vous êtes en train de créer une image Docker, vous pouvez voir si votre image Docker, il n'y a pas de vulnérabilité dedans. Si vous ne fabriquez pas une image, vous pouvez déployer votre application dans un environnement et lancer un outil comme vous avez Qualix, vous avez OWASP, Zaps pour tester votre déploiement pour voir si vous avez des vulnérabilités dedans. Et ces vulnérabilités, il vous fera un rapport dessus. L'équipe de sécurité pourra vous dire, OK, ça c'est important de le corriger, ça, bon, on peut le laisser passer, bon, ce genre de choses. Et après ça, lorsque vous avez testé tout ça, vous pouvez maintenant déployer ça dans des environnements. Pour déployer dans les environnements, vous pouvez utiliser du Ansible pour le faire. Vous pouvez utiliser quoi encore? Ouais, vous pouvez utiliser du Ansible. Ça dépend de comment vous avez configuré votre environnement Jenkins pour accéder à des environnements de déploiement. Et quand vous dépassez cette étape, oui, pour la livraison, là, j'ai parlé de déploiement, mais je n'ai pas parlé de livraison. La livraison, c'est OK, quand on prend votre code, si vous faites du PHP, il vous faut, normalement, si vous le faites manuellement, si vous devez le donner à l'Ops, vous devez zipper le code, lui donner. Donc, ça veut dire que votre livrable, c'est un fichier zip. Si vous faites du Java, vous avez du Java, du WAR que vous devez livrer. Donc, c'est votre livrable. Donc, l'étape de livraison, vous configurez votre Jenkins pour que vous ayez une étape où ce zip, ce jar, soit fabriqué et poussé dans les outils comme
Artifactory, Nexus. Et après, à partir de Artifactory, Nexus, vous pouvez déployer, ou bien si vous avez le déploiement qui est manuel, vous pouvez demander à l'ops de récupérer les versions là-bas. Parce que là-bas, on peut suivre les releases, savoir que c'est la version 1.2, des choses comme ça. On n'a pas besoin d'aller voir le dev pour lui dire, ah, OK, la version 1, là, tu peux me la donner. Après, on copie par clé, après, ça se perd quelque part. Bon, on n'a pas tout ce qu'il faut, mais là, vous avez un endroit où vous pouvez avoir les livrables. Si c'est du Docker, vous aurez des Docker registries où vous pouvez mettre vos images là-bas. Comme ça, après, le déploiement peut être très facile. Et du coup, le déploiement, j'avais parlé de Ansible pour déployer si vous êtes en VM et tout. Mais vous pouvez aussi avoir un cloud interne basé sur des trucs comme Kubernetes, des choses comme ça. Donc, vous pouvez avoir ça comme outil. Ça veut dire que si vous avez du Kubernetes, bon, votre livrable, ce sera du Docker. Et vous pourrez déployer ça. Et maintenant, après le déploiement, il y a une phase très importante qui est le monitoring. Le monitoring et le login. Le monitoring vous permet de collecter les logs, les métriques les métriques surtout. Pour le monitoring, c'est les métriques de votre application. Comment est-ce que ça se comporte en ligne? Est-ce qu'il y a eu des bugs, des choses comme ça? Et les logs vous permettent de centraliser les logs de votre application quelque part. Là, vous pouvez utiliser des ELK pour les logs. Pour les maîtrises, vous pouvez utiliser Grafana et Prometheus pour ça. Et ben, quand vous avez des bugs, ces outils peuvent vous envoyer des alertes et vous pouvez prendre ces alertes, ces alertes que vous recevez, que vous avez des bugs et tout, pour maintenant créer encore des bug fixes, des tâches pour résoudre le bug qui rentrent encore dans disons, le bac des développeurs pour corriger. Du coup, c'est pourquoi ça fait un signe infini. Donc, ça, ou amélioration, voilà. Voilà un peu, pour être un peu exhaustif, il y a plein de choses que vous pouvez utiliser aussi. Vous pouvez provisionner vos environnements, par exemple les VM dont je vous ai parlé, ou bien voilà, les CVM, vous pouvez les provisionner de façon automatique avec des outils comme Terraform. Vous pouvez avoir d'habitude, les gens ont des clusters VMware, ils ont des voilà. Vous pouvez utiliser si vous voulez aller du cloud, AWS, GCP, Azure, vous pouvez utiliser Terraform pour provisionner des VM dans vous allez déployer des choses et ça vous fait toute la boucle. Plein d'outils au fait. Bon les gars, on va s'arrêter là pour la première partie. La vidéo elle est un peu longue, donc je m'arrête là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Donc en attendant, abonnez-vous, activez la cloche pour attendre la suite de la vidéo. Voilà. That was your 5 Gen around here. Bye bye.